Chapitre 65. La baleine en tant que mets. Qu'un mortel se nourrisse de l'animal qui alimente sa lampe, et que comme Stub, il le mange à la lumière qu'il donne, pour ainsi dire, paraît chose si incongrue qu'il convient d'entrer un peu dans l'histoire et la philosophie de la question. Selon la chronique, il y a 3 siècles, la langue de la baleine franche était considérée en France comme un mets délicat et elle y atteignait des prix élevés. De même, au temps d'Henri VIII, un certain cuisinier de la cour obtint une belle récompense pour la création d'une sauce merveilleuse destinée à accompagner, rôti tout entier des marsouins, lesquels, vous vous en souvenez, sont des espèces de baleines. En vérité, de nos jours encore, le marsouin est estimé. On en fait des croquettes rondes, à peu près de la dimension de boules de billard, et bien assaisonnées et épicées. On les prendrait pour un hachis de tortue ou de veau. Les anciens moines de Dunfermline en étaient très friands. La couronne leur accorda une grande concession de marsouin. Le fait est que, aux yeux de leurs chasseurs tout au moins, les cétacés seraient considérés comme un plat noble, n'était son excessive abondance. Lorsque vous vous asseyez devant un pâté de viande de près de 100 pieds de long, cela vous coupe l'appétit. Seuls des hommes absolument détachés de tout préjugé, comme Stub, mangent de la baleine cuite, mais les Esquimaux ne sont pas si difficiles. Nous savons tous qu'ils tirent leur subsistance de la baleine et qu'ils ont de vieux crus précieux trancs. Zograndan, l'un de leurs plus célèbres médecins, préconise, pour les enfants, le lard de baleine comme étant extrêmement juteux et nourrissant. Cela me remémore que certains Anglais, accidentellement abandonnés il y a longtemps au Groenland par un navire baleinier, vécurent, des mois durant, de déchets moisis de baleines qui avaient été laissés à terre après la fonte de la Grèce. Les pêcheurs hollandais les appellent des beignets, auxquels, en vérité, ils ressemblent fort, étant dorés et croustillants, et lorsqu'ils sont frais, leur odeur rappelle celle des pêtes de nonnes que font les ménagères d'Amsterdam. Ils sont si appétissants que l'étranger le plus frugal a peine à se retenir d'y toucher. Mais ce qui déprécie le plus la baleine dans notre cuisine de civilisés, c'est qu'elle est une nourriture trop riche. Elle est l'énorme bœuf gras de l'océan, trop gras pour être délicieux. Prenez sa bosse par exemple, qui pourrait être un plat aussi excellent que les selles du bison, mais rare et recherchée, n'était la pyramide de graisse consistante qu'elle forme. Le spermacétie même, si suave et crémeux, pareil à la chair transparente et à demi solide d'une noix de coco au 3e mois de sa croissance, est bien trop riche pour remplacer le beurre. Néanmoins, bien des baleiniers en mangent en le mêlant à quelque autre aliment. Lors des longs quarts de nuit, au cours de la fonte, les matelots plongent, fréquemment, leurs biscuits de mer dans les énormes chaudrons de graisse et les y laissent frire un moment. J'ai ainsi fait plus d'un bon souper. En ce qui concerne un petit cachalot, sa cervelle est considérée comme un plat fin. La boîte crânienne est ouverte à la hache et l'on en retire les 2 lobes dodus et blanchâtres, ressemblant très exactement à 2 gros puddings. On les mélange alors à de la farine, on les cuit et c'est un mets tout à fait délicieux, dont le goût rappelle celui de la tête de veau appréciée de certains gastronomes. Et tout un chacun sait que quelques jeunes dandys parmi les gourmets, en se nourrissant sans cesse de cervelles de veau, finissent par acquérir assez de cervelles eux-mêmes pour distinguer leur propre tête d'une tête de veau. La distinction réclamant d'ailleurs une perspicacité peu commune. C'est pourquoi un jeune dandy, attablé devant une tête de veau qui a l'air intelligente, est l'un des plus tristes spectacles que l'on puisse voir. Cette tête le contemple avec une sorte de reproche et une expression signifiant un « tu coq, Brutus ». Ce n'est peut-être pas seulement à cause de sa trop grande onctuosité que les terriens paraissent avoir de l'aversion à consommer de la baleine. Il semble que ce soit une conséquence des raisons dont nous avons précédemment parlé, à savoir cette obligation pour un homme de consommer une créature marine fraîchement assassinée à la lumière qu'elle lui fournit. Il ne fait pas de doute que le premier homme qui tua un bœuf fut considéré comme un meurtrier, peut-être fut-il pendu, et s'il avait passé en jugement devant un tribunal bovin, il l'aurait certainement été, et si un assassin mérite ce sort, il coule de source qu'il le mérite aussi. Allez aux Halles des Viandes un samedi soir et regardez la foule de ces bipèdes vivants regardant fixement les longs alignements de quadrupèdes morts.
Cette vision n'enlève-t-elle pas une dent à la mâchoire du cannibale? Les cannibales? Qui n'est pas un cannibale? Je vous le dis, au jour du jugement, le Fidjien qui a mis au saloir un maigre missionnaire pour les jours de famine, ce prévoyant Fidjien suscitera plus d'indulgence que toi, gourmet conscient et civilisé, qui a cloué au sol des oies et festoyé de leur foie hypertrophié sous forme de pâté. Mais Stubb, lui, il mange de la baleine à la lumière de l'huile de baleine, n'est-ce pas? Et c'est ajouter l'affront au tort, n'est-ce pas? Regardez un peu le manche de votre couteau, vous mon gourmet cultivé et civilisé, tandis que vous coupez votre roast-beef. En quoi ce manche est-il fait? En quoi, sinon avec les os du frère du même bœuf que vous mangez? Et avec quoi vous curez-vous les dents après avoir dévoré cette oie grasse? Avec une plume de cette même volaille. Et avec quelle plume le secrétaire de la Société, pour la répression de la cruauté envers les oies blanches, a-t-il rédigé ses premières circulaires? Il n'y a guère qu'un mois ou deux que cette Société a délibéré pour accorder sa faveur aux seules plumes d'acier. Chapitre 76. Le massacre des requins. Lorsque, dans la pêcherie du Sud, après une chasse longue et fatigante, un cachalot est ramené au navire tard dans la nuit, il n'est pas d'usage, du moins dans des circonstances ordinaires, de procéder aussitôt au dépècement, car c'est un travail pénible et long qui réclame la collaboration de l'équipage entier. Dès lors, la coutume veut qu'habituellement on cargue toutes les voiles, qu'on fixe la barre sous le vent, puis qu'on envoie chacun à son hamac jusqu'à la pointe du jour, à cette réserve près que la garde au mouillage est maintenue, c'est-à-dire qu'à tour de rôle 2 fois 2 hommes d'équipage doivent veiller pendant 1 heure à ce que tout aille bien sur le pont. Mais parfois, surtout sur la ligne dans le Pacifique, cette mesure est tout à fait insuffisante parce que de telles légions de requins s'attaquent aux cadavres amarrés que si on le laissait, disons 6 heures d'affilée sans surveillance, on ne trouverait plus guère au matin qu'un squelette. Cependant, presque partout ailleurs dans les autres océans, où ces poissons pullulent moins, on peut rabattre leur prodigieuse voracité en les chassant énergiquement avec de tranchantes pelles à baleines, procédé qui toutefois, en certains cas, semble seulement stimuler davantage leur activité. Tel n'était pas le cas actuellement pour les requins du Pécode, quoique assurément tout homme à qui ce spectacle n'eût pas été familier aurait pu croire que toute la mer environnante n'était qu'un vaste fromage dont ces requins eussent été les asticots. Cependant, après que Stubb eut désigné la garde au mouillage et terminé son souper, après qu'ensemble Queequeg et un matelot furent montés sur le pont, ce ne fut pas un mince remue-ménage qui fut déclenché parmi les requins, car les 2 hommes, ayant descendu hors des pavois, les établis de dépeçage et suspendu 3 falots, de manière à ce qu'ils projettent sur la mer troublée de longs raies de lumière, armés de leurs longues pelles, 17. Ils procédèrent à un massacre systématique des requins en leur assenant sur le crâne, apparemment le seul endroit où l'on ait une chance de les atteindre mortellement, des coups du tranchant effilé du loucher. Mais dans la confusion de ce grouillement en lutte et dans l'écume, nos tireurs d'élite n'atteignaient pas toujours leur but, ce qui apportait encore de nouvelles révélations sur l'incroyable férocité de l'ennemi. Non seulement ils arrachaient furieusement les entrailles de leurs semblables, mais encore, se courbant comme un arc souple, ils mordaient dans les leurs propres, tant et si bien que ces entrailles semblaient être avalées encore et encore par une gueule unique pour ressortir à l'autre bout d'une plaie béante. Et ce n'est pas tout, ce serait risquer d'avoir affaire même aux cadavres et aux fantômes de ces créatures. Une sorte de vitalité générique et diabolique semble sourdre de leurs os mêmes après que les ait quittés ce qu'on pourrait appeler la vie individuelle. Tué, hissé à bord pour sa peau, l'un de ces requins emporta presque la main du pauvre Queequeg lorsque celui-ci essaya de fermer le couvercle mort de sa mâchoire meurtrière. Queeq, sans moque savoir quel dieu a fait lui requin, dit le sauvage en abaissant et en levant, tour à tour, douloureusement sa main, si être le dieu de Fidji ou le dieu de Nantucket, mais le dieu qui fait requin être un damné faux jeton. Chapitre 67. Dépeçage. C'était un samedi soir et quel sabbat suivit. Tous les baleiniers sont des docteurs et violations du repos dominical. Le Péquod d'Ivoire se métamorphosa en une sorte d'abattoir, chaque marin embouché. On aurait cru que nous offrions au dieu de la mer
l'holocauste de 10 000 bœufs rouges. Tout d'abord, entre autres instruments pesants, les énormes caliornes furent mises en place. Elles comportent un bouquet de poulies, généralement peintes en verre, qu'un homme ne pourrait jamais soulever. Cette gigantesque grappe de raisin fut hissée au caplage du grand mât et solidement aiguïtée au thon du mât de misaine, le point d'appui le plus résistant qu'il y ait au-dessus du pont d'un navire. Le bout de la haussière courant dans le jeu compliqué des caliornes fut alors amené au guindeau et la géante poulie inférieure fut balancée au-dessus de la baleine sur l'estrope de laquelle est aiguilleté le grand croc pesant quelques 100 livres. À présent les deux seconds, Starbuck et Stubb, suspendus sur l'échafaud, par-dessus bord et armés de leurs longues pelles, commencent à creuser un trou en avant des nageoires pectorales pour l'insertion du croc. Cela fait une entaille en demi-lune est encore pratiquée autour de ce trou et le croc y est inséré. Alors le gros de l'équipage, massé au guindeau, commence à virer en entonnant un chant sauvage. Aussitôt le navire se couche, il tressaille de toutes ses chevilles comme de ses têtes de clous, une vieille maison attaquée par le gel. Il vibre et tremble, et ses mâts épouvantés saluent le ciel. De plus en plus, il s'incline vers la baleine, cependant qu'à chaque hoquet du guindeau, répond secourable, un soulèvement de la houle. Enfin, un claquement vif et brutal éclate. Dans un grand clapotement, le navire roule et s'écarte de la baleine. La caliorne triomphante s'élève, entraînant à sa suite la première bande de lard à partir de l'entaille en demi-lune. Comme le lard enveloppe la baleine à la manière dont l'écorce recouvre une orange, on l'appelle souvent en spirale comme on épluche ce fruit. Suivant la traction constante du guindeau, la baleine vire et vire sur elle-même dans l'eau et le lard se détache en bandes régulières le long de la ligne appelée la taillade, tracée simultanément par les louchers des seconds, Starbuck et Stubb. À mesure que le lard cède, la bande monte jusqu'à frôler la grande hune. Les hommes cessent alors de virer au guindeau et pendant un moment, la masse prodigieuse ruisselante de sang se balance de ci de là, comme descendue du ciel, et chacun doit l'éviter avec soin, s'il ne veut pas qu'elle lui frictionne les oreilles et l'expédie, tête première, par-dessus bord. L'un des harponneurs s'avance alors avec une arme longue et tranchante, qu'on appelle sabre d'abordage, et au moment propice, découpe adroitement un grand trou dans la partie inférieure de cette bande qui se balance, passe l'estrope de l'autre caliorne, dans ce trou assurant ainsi une prise dans le lard pour la suite des opérations. Cela fait, notre épéiste, avertissant chacun de s'écarter, et d'un mouvement savamment porté, après quelques entailles obliques, sépare tout à fait cette bande en deux, de sorte que si la partie inférieure plus courte reste fixe, la longue partie supérieure se libère et se trouve prête à tomber dans l'entrepont. Au guindeau, les hommes reprennent désormais leur chant, et cependant qu'on vire sur la caliorne qui arrache et hisse une seconde bande de lard, l'autre est manœuvrée perpendiculairement au-dessus de la grande écoutille où la première bande descend dans un salon non meublé, appelé parc au gras. Dans cet appartement crépusculaire, de nombreuses et adroites mains enroulent la longue enveloppe comme si elle était un immense entrelac de serpents vivants. Ainsi se poursuit le travail, les deux caliornes s'élèvent et s'abaissent simultanément, la baleine et le guindeau virent. Les hommes chantent, ces messieurs du parc à gras enroulent, les seconds tailladins, le navire peine et tout l'équipage jurent à l'occasion pour détendre la tension générale. Chapitre 68 « La couverture » Je n'ai pas peu accordé d'attention à la peau de la baleine, ce sujet souvent débattu. J'en ai discuté, en mer, avec des baleiniers expérimentés, à terre avec de savants naturalistes. Mon opinion première reste inchangée, mais ce n'est qu'une opinion. La question est la suivante. Qu'est-ce que la peau de la baleine et où se situe-t-elle? Vous savez déjà ce qu'est son lard. Il a la consistance ferme, à grains serrés en plus dur du bœuf. Il est plus élastique, plus dense et varie d'une épaisseur de 8 ou 12 jusqu'à 15 pouces. Pour absurde qu'il semble de prime abord de parler de peau à propos d'une masse offrant une pareille résistance et d'un pareil volume, on ne peut alléguer aucun argument contre cette dénomination, car l'on ne peut peler la baleine d'aucune enveloppe autre que de ce lard, et l'enveloppe extérieure d'un animal quel qu'il soit, si elle présente un tant soit peu d'épaisseur, peut-elle être autre chose que sa peau?
En vérité, lorsque le corps de la baleine est encore intact, vous pouvez y gratter du doigt une matière infiniment mince, transparente, semblable aux plus fines lamelles de mica, encore qu'elle ait la douceur et la souplesse du satin avant qu'elle ait séché, car alors elle se resserre, s'épaissit et devient plutôt dure et cassante. J'en ai plusieurs morceaux secs dont je me sers pour marquer les pages de mes livres se rapportant aux baleines. Comme je viens de le dire, c'est une matière transparente et, quand elle est posée sur la page imprimée, je me suis souvent plu à lui découvrir un pouvoir grossissant. Quoi qu'il en soit, c'est charmant de lire des histoires de baleines avec leurs propres lunettes, si l'on ose dire. Mais voici où je veux en venir. Cette pellicule, pareille à un mica extrêmement mince recouvre, je le reconnais, le corps entier de la baleine, mais on ne doit point tant le considérer comme sa peau que comme la peau de la peau, pour ainsi dire. Car il serait tout simplement ridicule d'affirmer que la vraie peau de la colossale baleine est plus fine et plus délicate que celle d'un nouveau-né. Mais en voilà assez sur ce thème. En admettant que le lard soit la peau du cétacé, lorsque celle-ci, comme c'est le cas pour les grands cachalots, donnera 100 barils d'huile, et lorsqu'on considère qu'en quantité, ou plutôt en poids cette huile, pour parler en chiffres, ne représente que les 3/4 et non la totalité de l'enveloppe, on peut se faire une idée de l'énormité d'une masse vivante dont le simple tégument fournit un pareil lac de liquide. Si l'on compte 10 barils à la tonne, on obtient 10 tonnes, poids net, avec les 3/4 seulement de la peau de la baleine. Ce n'est pas la moindre des merveilles offertes par le cachalot que la vue de sa peau quand il est vivant. Presque toujours, elle est sillonnée de toutes parts et en tous sens de lignes obliques sans nombre, droites et serrées comme celles des plus belles gravures italiennes. Mais ces cannelures ne semblent pas imprimées sur la matière transparente dont je viens de parler, mais elles paraissent plutôt vues à travers elle, taillées à même le corps. Et ce n'est pas tout. En certains cas, pour un œil prompt et observateur, ces hachures, tout comme dans les véritables gravures, ne sont que le fond de bien d'autres dessins. Ce sont des hiéroglyphes, si vous appelez ainsi les signes mystérieux inscrits sur les pyramides. Ma mémoire sûre revoit les hiéroglyphes d'un cachalot, en particulier, sur lequel je fus très frappé de retrouver les mêmes caractères indiens que ceux des célèbres parois qui bordent le Mississippi supérieur. Les signes mystiques de la baleine demeurent tout aussi indéchiffrables que ceux de ces pierres mystérieuses, et cette allusion aux roches des Indiens me rappelle autre chose. Entre autres phénomènes présentés par l'extérieur du cachalot, il n'est pas rare que les stries parallèles de son dos, et plus spécialement de ses flancs, soient à demi brouillées par des éraflures profondes, irrégulières et comme tracées au hasard. Je dirais que ces rocs de la Nouvelle-Angleterre, dont Agassiz pense qu'ils portent les marques du puissant raclement que leur faisaient subir les icebergs en dérive. J'oserais dire que ces rochers ne sont pas sans ressembler aux cachalots sur ce point. Je pense aussi que ces stries doivent être les traces des combats que se livrent les cétacés, car je les ai remarqués, la plupart du temps, sur les grands mâles adultes. Encore un ou deux mots au sujet de cette peau, ou de ce lard, de la baleine. Comme nous l'avons dit, il est pelé en longues bandes, appelées morceaux de couverture. Comme la plupart des termes marins, celui-ci est d'un choix heureux et imagé, car la baleine est en vérité enveloppée dans son lard comme dans une vraie couverture aux courtes pointes, mieux encore comme dans un poncho indien qui passerait par-dessus sa tête pour s'allonger jusqu'à sa queue. C'est grâce à cette douillette que la baleine jouit d'un égal confort sous tous les climats, dans toutes les mers, en tout temps et à toutes les profondeurs. Que deviendrait la baleine du Groenland, par exemple, dans le frisson glacial de ces mers arctiques, si elle n'était pas pourvue de cet agréable par-dessus? Sans aucun doute, on trouve d'autres poissons tout à fait pleins d'entrain dans ces eaux hyperboréennes. Soulignons toutefois que ce sont vos poissons à sang froid, sans poumons, dont les entrailles sont des frigorifiques, des créatures qui se chauffent à l'abri d'une banquise comme un voyageur lézarde, un jour d'hiver au coin d'une cheminée d'auberge. Tandis que la baleine, tout comme l'homme, a des poumons et le sang chaud. Geler son sang, elle meurt. Aussi quelle merveille, sauf après qu'on en ait fourni l'explication, que ce monstre énorme à qui la chaleur corporelle est aussi indispensable qu'elle l'est à l'homme. Quelle merveille qu'elle soit dans son élément,
immergé jusqu'aux lèvres, sa vie durant dans les eaux de l'Arctique, alors que les marins tombés par-dessus bord sont parfois retrouvés des mois plus tard, raides au cœur des glaces comme mouches dans l'ambre. Il est plus étonnant encore d'apprendre, l'expérience l'a prouvé, que la baleine du pôle a le sang plus chaud qu'un nègre de Bornéo en été. Il me semble qu'ici se manifeste la rare vertu d'une forte vitalité individuelle, la rare vertu de murs épais et la rare vertu de l'espace intérieur. Ô homme, admire la baleine, prends modèle sur elle, toi aussi conserve ta chaleur au sein des glaces, toi aussi sache vivre en ce monde sans être de ce monde, garde ta fraîcheur sous l'équateur et la vivacité de ton sang au pôle. Comme le grand dôme de Sainte-Pierre et comme la grande baleine, ô homme, sauve ta température propre en toute saison. Mais il est trop simple, et combien sans espoir d'enseigner ces choses belles, combien peu d'édifices ont un dôme comme Sainte-Pierre. Parmi les créatures, combien peu ont la grandeur de la baleine.